Comment un surécate peut-il esquiver une attaque en un clin d'œil? Est-ce l'instinct ou une forme d'intelligence prédictive, fruit de l'évolution? Surécate. Réflexe d'acier. Esquive une vipère en 0,1 seconde. Aux confins de l'Afrique australe s'étend une immense étendue de sable où la chaleur du jour est brûlante et le froid de la nuit tranchant comme un couteau. La nourriture est rare, l'eau presque inexistante, et chaque pas peut mettre une créature en danger. Bienvenue dans le désert du Kalahari, une terre où seuls les plus adaptés survivent. Ici, la mort peut surgir de n'importe quel grain de sable, et la morsure d'un serpent venimeux peut être fatale en 1/10 de seconde. Pourtant, au cœur de ce paysage hostile, une petite espèce ose affronter les crocs venimeux sans broncher. Ils se dressent sur leurs pattes arrière, observant le moindre mouvement, leurs oreilles frémissant légèrement au rythme du sable qui s'agite sous terre. Dans un monde où une erreur peut être fatale, les surécates ne comptent pas sur leur force, mais sur leur capacité à toujours devancer la mort. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce secret. L'aube vient d'illuminer le Kalahari, les premiers rayons du soleil déposant une fine couche dorée sur le sable froid de la nuit. Des vents secs balaient la maigre prairie, emportant une fine poussière qui vole en traînées vaporeuses. Dans cette faible lumière, les terriers de terre s'animent. Chaque petite tête émerge de l'entrée, prudente, alerte, suivant la discipline de survie transmise de génération en génération. C'est une famille de surécates. En tête, Suri, la femelle dominante, aguerrie par d'innombrables rencontres avec la mort. Derrière elle se tient Teko, la sentinelle principale, toujours la première à lever les yeux au ciel et la dernière à quitter le terrier. Derrière eux, les jeunes courent, insouciants d'un monde où chaque parcelle de sable peut simuler un prédateur dangereux. Les surécates commencent leur journée dans leur posture dressée caractéristique, leurs petits yeux scrutant le sol jusqu'à l'horizon. Ils cherchent de la nourriture et scrutent les dangers invisibles, de l'ombre d'un aigle martial planant au-dessus d'eux, aux mouvements inhabituels dans les sous-bois où se cachent de nombreux serpents venimeux.
Dans cette contrée impitoyable, un simple moment d'inattention peut être fatal. Au lever du soleil, lorsque la couche thermique commence à s'émincir au-dessus du sable, les sens des suricates s'aiguisent. Ils ne sont pas plus puissants que ceux des serpents, mais ils sont capables de percevoir des signaux microscopiques imperceptibles pour la plupart des autres créatures. Des études menées dans le Kalahari ont montré que les serpents laissent toujours transparaître des micro-mouvements, des mouvements presque invisibles avant de frapper. Les yeux des suricates, qui ont évolué pour percevoir les mouvements plus rapidement que la vision à longue distance, détectent ces signaux en une fraction de seconde. Dans le silence du Kalahari, chaque espèce de serpent laisse sa propre signature sonore. Un grissement lourd, un léger bruissement de sable ou de feuilles. Au fil des générations, ces sons forment un langage que les suricates comprennent parfaitement. Grâce à la mémoire transmise de génération en génération au sein du troupeau, les adultes comme Suri connaissent très bien les modes d'attaque de chaque espèce. Les vipères heurtantes mordent rapidement mais à courte distance, les cobras dressent leur corps et déploient leur capuchon avant de bondir, les boomslangs attaquent par le haut. C'est cette connaissance qui permet aux suricates de réagir au plus tôt avant même que le serpent ne frappe. Non loin des suricates, une ombre jaune pâle se glisse silencieusement vers eux. Un cobra du Cap adulte, le serpent le plus dangereux du Kalahari. Contrairement à la vipère heurtante qui reste immobile en embuscade, le cobra s'approche activement lorsqu'il chasse les jeunes suricates. Il rampe bas, silencieusement, régulièrement, réduisant la distance peu à peu. Suri est la première à l'apercevoir. Non pas à cause du corps du serpent, mais à cause d'un très léger bruissement dans l'herbe. Le cobra leva la tête, déploya son capuchon et évalua sa table. Cet instant, bien qu'infime, suffit à tendre tout le corps de Suri comme une corde. Un jeune juste devant lui creusait encore insouciant, inconscient du danger imminent. Le cobra s'avança, le corps courbé en forme de S, sa posture d'attaque habituelle. À cet instant, le cobra contracta ses muscles, prêt à bondir. Suri se précipita. Teko émit ainsi un sissement sec et saccadé, un signal d'avertissement réservé aux serpents. La
meute d'adultes se précipita pour l'encercler, ne l'attaquant pas de front, mais changeant constamment de position, empêchant le cobra de se concentrer sur une seule tarme. Le cobra tenta d'attaquer 2 fois de plus, mais en vain. La mangouste esquiva trop vite, au bon moment, dans la bonne direction et à la bonne distance. Finalement, le cobra baissa la tête, battit en retraite et disparut dans les buissons voisins. Suri vérifia l'état des petits. Aucun n'était blessé. Et ce n'est que lorsqu'ils furent certains que le danger était complètement écarté que le troupeau reprit son chemin. Calme, comme si la mort ne les avait pas frôlés. Mais dans le Kalahari, le danger n'est jamais totalement absent. Le cobra s'était retiré, mais d'autres prédateurs rôdaient encore partout. Quelques secondes de chaos ne suffisent pas à désorganiser les suricates. Dès que le danger est passé, ils reprennent immédiatement leur organisation habituelle, une structure hiérarchique très rigoureuse que peu de petits mammifères parviennent à atteindre. Teko ne retourna pas se nourrir comme les autres. Il resta perché sur le plus haut monticule de terre, tournant la tête à un rythme régulier pour surveiller les environs. Lorsque sa nuque commençait à fatiguer, Teko émettait un léger gémissement signalant la relève. Aussitôt, Mira, autre adulte, quitta le troupeau pour se nourrir et monta au poste de garde, sans hésiter, sans se battre. Voici le fameux système de garde des suricates, un mécanisme d'organisation rarement observé chez les petits mammifères. Tandis que Mira montait la garde, le reste du groupe cherchait de la nourriture dans un rayon suffisamment large pour qu'elle puisse garder un œil sur chaque individu. Les jeunes continuaient de tourner autour des adultes, apprenant à creuser et surtout à décrypter les signaux sonores. Mira émettait à Passy un léger tcheur quand elle apercevait un objet en mouvement ou dans le loin. Non pas un avertissement, mais un exercice pour aider les jeunes à repérer le danger. Ils s'arrêtaient, levaient la tête en direction de Mira, puis reprenaient leur fouille quand le signal s'estompait. Dans un monde où une erreur peut être fatale, cette capacité déterminait leur survie. Et puis, tandis que le groupe se calmait, Mira se redressa brusquement, fait un petit pas en arrière, un signal d'alarme discret. Pas un serpent.
Une grande ombre noire volait bas dans l'horizon. Un aigle martial. Pour les suritates, les cobras n'étaient que des ennemis terrestres. Mais du ciel, une menace bien plus rapide approchait. Celle qui pouvait tuer une jeune antilope d'un seul claquement de griffes. La vitesse de ce claquement pouvait dépasser les 150 km/h. Un seul coup de griffe suffisait à déchiqueter le corps de ces petites créatures. Un cri strident, aigu, retentit, un son réservé aux prédateurs aériens. En une demi-seconde à peine, tout le troupeau de suricates se plaqua au sol, les jeunes se rassemblant au centre du cercle protecteur. Pas de panique, pas de cris. Un instinct de survie s'est imposé, instinctif. L'aigle inclina ses ailes. Il commença à piquer. Au moment où l'aigle replia ses ailes pour amorcer sa descente, Mira donna un second signal, bref, rapide, rapide. L'aigle martial fondit sur cet endroit précis et ne toucha que du sable. Il s'éleva du sol, tournoyant aussitôt pour tenter une seconde chance. L'aigle fit encore quelques cercles avant de renoncer, s'élevant haut dans l'air et disparaissant dans le ciel d'un blanc aveuglant. Au bout d'un moment, Mira donna le signal de fin de danger. C'est alors seulement que les suricates levaient la tête, prudents, mais calmes, comme si la mort ne venait pas de rôder au-dessus d'eux. Dans le Kalahari, la survie n'est pas une question de chance. Il s'agit d'avoir toujours une longueur d'avance sur le prédateur. Après le piqué du cobra et de l'aigle, le soleil du Kalahari atteignit son zénith. L'air était brûlant, le sable ondulait comme une fine vague. C'était le moment où beaucoup de prédateurs se réfugiaient à l'ombre. Et c'était aussi le moment où les suricates accomplissaient le rituel le plus important du groupe. L'entraînement des petits. Le petit groupe accourut à 6 temps, formant un demi-cercle devant Suri et Teko. L'air était si chaud que le sable frémissait légèrement, mais le groupe restait silencieux, comme conscient de l'importance de ce moment. Teko trouva une petite proie vivante, parfois un gros insecte, parfois un jeune serpent fraîchement mulé, assez faible pour ne pas représenter un danger, mais conservant encore l'instinct d'attaquer. Il le déposa devant le groupe, puis retourna se placer près de Suri.
Un petit curieux s'avança. Il tenta de s'approcher de trop près, et Suri lança aussitôt un cri bref et sec pour le faire taire. Le petit recula d'un pas, il clignota les yeux et recommença. Cette fois, il contourna la proie en s'approchant plus prudemment, comme le font les adultes. S'il réussit, Suri émettait un doux cri d'encouragement. En cas d'échec, un cri d'avertissement retentissait immédiatement. Appelé cri de réprimande, ce cri de correction comportementale n'est émis que pendant l'apprentissage. C'est le système d'apprentissage unique du suricate, un cri correctif et un cri de félicitation, une pratique que la science a jugée rare chez les animaux sauvages. Pas de théorie, pas d'explication. Juste de l'action, de l'observation, de l'essai et de la correction. Les petits plus âgés sont mis à l'épreuve avec une proie plus difficile, un petit serpent fragile ou une proie plus rapide. Les adultes restent toujours à proximité, prêts à intervenir si la leçon dégénère. L'entraînement se déroule en silence, ponctué seulement de quelques « hey » occasionnels pour corriger des erreurs et de quelques doux pour encourager. Ces sons remplacent les mots, mais suffisent à créer un langage éducatif que seuls les suricates comprennent. C'est dans ces moments-là que se forme le réflexe caractéristique du suricate. La capacité de reconnaître le moindre mouvement d'une proie avant même qu'elle ne frappe. C'est ce qui leur permet de survivre. Et c'est aussi le secret qui leur donne une longueur d'avance sur la mort. Tandis que le soleil décline lentement vers l'ouest, les ombres des buissons épineux du Kalahari s'étendent sur le sable rouge. Les suricates se rassemblent à nouveau à l'entrée de la grotte, s'observant une dernière fois avant de regagner la sécurité du sol. Une journée de plus s'achève. Une journée remplie de serpents venimeux, d'aigles et des apprentissages de survie en sans fin. Mais pour eux, ce n'est qu'un rythme de vie familier. Pas de force brute. Pas de griffes. Juste la capacité d'anticiper les mouvements de l'ennemi et de réagir avant que le coup ne soit porté. Dans le Kalahari hostile, où la mort peut surgir de n'importe quel coin de sable, les suricates non seulement survivent, mais triomphent grâce à une intelligence que l'évolution a perfectionnée au fil de milliers de générations. Et c'est pourquoi les suricates ont toujours une longueur d'avance sur la mort.
Si vous voulez découvrir d'autres secrets de survie aussi attenants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures en pleine nature. Et n'oubliez pas, dans le Kalahari, tout instant peut être fatal.